Le père de ma fille, le jour de mon anniversaire, m'a fait un cadeau. Il a ouvert la bouche et m'a dit, « Puisque tu passes ton temps à te plaindre que tu as mal au ventre, que tu as des vertiges, que tu as ceci et cela, tu n'es jamais bien, pourquoi tu ne te suicides pas une bonne fois pour toutes? Si tu meurs, si tu te tues, tu cesseras de ressentir tout ça. » Le jour de mon anniversaire, il m'a dit ça. Je viens d'une famille très modeste d'Oaxaca, au Mexique. Ma famille maternelle, ce sont des journaliers agricoles, des gens travailleurs et une très grande famille. Ma grand-mère a eu plus de 13 enfants et en a élevé 13. Les autres bébés n'ont pas survécu, elle a eu plusieurs fausses couches. Ma mère est la fille aînée. Alors la maison de ma mère a toujours été un point d'appui pour les frères et sœurs, pour les cousins, pour certains amis. Ma maison a toujours été remplie de monde. Mes parents ont 4 enfants et aujourd'hui, ils sont mariés depuis 35 ans. Ma mère s'est mariée avec mon père quand elle est tombée enceinte de moi, je suis la fille aînée. Mon enfance a été cette enfance d'avant, tu vois? Courir et jouer avec tout le monde dans la rue. J'ai beaucoup de beaux souvenirs de mes parents, de mon père. J'ai toujours été très attachée à mon père. Je me souviens quand il a travaillé un temps dans la capitale, à Mexico. J'allais tous les week-ends à son travail. Parfois il devait voyager et il m'emmenait. Alors j'ai des souvenirs magnifiques de mon père. Mon papa est le miroir de ma vie par son histoire. Mon père est devenu orphelin de père à 13 ans, et ensuite sa mère est tombée malade. Il a cessé d'être un enfant pour devenir responsable de la santé de sa mère. Et en même temps, il a découvert qu'il avait un problème de santé, un problème génétique qui a commencé avec lui et qu'il m'a ensuite transmis. Ce problème de santé cause des tumeurs dans les os et ces tumeurs peuvent causer des déformations du membre affecté ou beaucoup de douleurs. Dans mon cas, c'est moins grave que pour mon père. Mon père a été affecté aux 2 bras et aux 2 jambes. Moi, seulement à un bras. Mon père a dû gérer les soins de sa mère à 12 ans, avec son problème de santé, et avec les préjugés qui ont toujours existé contre les personnes atypiques. À cette époque, c'était pire. Et il a pu gérer tout ça seul. Par l'histoire de mon père, je le considère comme mon miroir. Par toutes les relations que mes frères et sœurs ont avec mon père, j'ai toujours eu dans la tête que toute personne devrait avoir une personne comme lui de miroir, un père miroir. À 17 ans, je suis partie vivre à Mexico pour étudier. Je suis venue faire l'université et j'ai fini par rester, j'ai réussi un concours public et j'ai décidé de vivre ici. Mon adolescence a été une adolescence avec des responsabilités parce que ma mère avait une petite boutique et je l'aidais pendant la journée. Et le soir j'allais à l'école, j'étudiais dans un village voisin parce qu'à cette époque mon village n'avait pas de lycée. Dans ce contexte de mon adolescence, j'ai eu des tumeurs, que j'ai héritées de la maladie de mon père. J'ai dû me faire opérer et j'ai fini par devoir y faire face seule parce que je suis venue à Mexico. Mes parents avaient déjà cherché un traitement dans d'autres endroits mais nous n'avons pas réussi. J'avais une tante qui vivait ici et je suis venue chercher ce traitement. On m'a opéré à 15 ans, on m'a enlevé une tumeur de l'omoplate, et à 17 ans on m'a enlevé une autre tumeur de l'humérus. J'ai toujours été une adolescente casanière. Mes parents nous protégeaient beaucoup. C'était un village, on jouait pendant la journée mais je ne sortais pas beaucoup. Ils nous ont toujours motivés à étudier, à être indépendants. C'était mon contexte d'adolescence. J'ai commencé à vivre plus, à sortir un peu plus quand je suis venue vivre à Mexico, mais après 1 an parce qu'au début j'ai vécu avec ma tante et elle me protégeait aussi beaucoup. J'ai commencé à sortir, à connaître le monde des gens après avoir partagé un appartement avec d'autres personnes de mon village qui sont aussi venues vivre ici. Quand j'ai commencé à vivre à Mexico, j'ai commencé l'université. J'ai étudié la biomédecine et avec les enseignements de mes parents, j'ai toujours été très active. Je cherchais déjà des stages professionnels dès le 1er semestre. J'ai fait plusieurs stages, je sortais parfois avec mes amis les week-ends, mais ma carrière a toujours été ma priorité dans ma vie parce que j'étais la première de la famille à faire des études universitaires. C'était quelque chose de quasi inaccessible dans ma famille, dans mon contexte familial. Alors je ressentais une très grande responsabilité de chercher des stages, d'étudier. Mon père parlait toujours de l'importance de réussir un concours public. Et j'ai commencé à me concentrer là-dessus. Avant de finir mon université, environ 6 mois avant, j'ai passé un examen de concours et j'ai été acceptée. 2 ou 3 mois après avoir fini l'université, ils m'ont appelée et je me suis retrouvée à travailler, à faire des gardes et à étudier pour d'autres concours. Depuis que je suis venue à Mexico jusqu'au contexte de ma vie comme maman, ça a toujours été étudier, travailler, étudier, travailler. Je suis sortie quelques fois avec mes amis mais j'ai toujours donné la priorité à mon travail, à mes études, au concours. Avant de me marier, j'ai eu 3 petits amis, mais comme j'avais ce contexte de beaucoup de travail, d'étudier et de me concentrer sur moi, d'être indépendante et d'obtenir des choses que ma famille n'avait pas obtenues avant moi, j'ai toujours laissé les relations de côté. Jusqu'à ce qu'en 2017 je commence à sortir avec une personne d'un autre état. C'était une bonne relation parce que c'était la première fois que je ressentais l'envie de rêver d'avoir quelqu'un jusqu'à la vieillesse. Quand cette relation s'est terminée en 2018, pour moi ça a été quelque chose qui m'a beaucoup impacté. Je me suis sentie très frustrée parce que c'était la première fois que j'étais déçue dans une relation.
J'ai recommencé à être la personne que j'étais avant, à me concentrer sur mes études. Et en pensant à oublier ce contexte de relation que j'avais eu, j'ai commencé à penser que j'avais besoin de sortir, de changer d'air. Je voulais faire quelque chose de vraiment différent, vivre dans un endroit différent. J'ai même pensé à la possibilité de vivre dans un autre pays. Alors est venue une opportunité de passer à un concours d'une entreprise qui administre des hôpitaux fédéraux. C'était la première fois que cette entreprise organisait un concours au niveau national. Je pouvais passer l'examen ici à Mexico et concourir pour un poste dans un autre État, une autre ville, jusqu'à l'État le plus éloigné. J'ai réussi le concours et je suis restée avec cette attente de partir, de vivre loin, ce serait quelque chose de très distant, être loin de tout le monde. Mais je voulais vivre cette expérience. Je me suis tellement concentrée là-dessus que je suis arrivée au point de ne plus vouloir sortir de chez moi, ne plus vouloir rencontrer d'autres personnes pour ne pas avoir de distraction de ce désir. Et c'est dans ce contexte de ne vouloir rencontrer personne que j'ai fini par rencontrer mon ex, le père de ma fille. Mais dès le début j'ai toujours été très claire avec lui. Écoute, je ne veux rien de sérieux avec personne. Je vais partir vivre dans un autre État, cet État est très loin, je ne veux pas avoir une relation à distance parce que j'en ai déjà eu une et ça n'a pas marché. Je ne veux pas revivre ce que j'ai déjà vécu. Je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux. On a commencé à parler sur Instagram, Facebook, WhatsApp. Mais comme j'étais fixée sur l'idée de partir vivre loin et ne pas vouloir de relation, je ne lui accordais pas beaucoup d'attention et je n'accordais pas non plus d'attention à ce contexte de relation. Il a fixé des rendez-vous avec moi plusieurs fois pour qu'on sorte mais j'étais toujours en train de travailler. Je faisais beaucoup de garde, je travaillais énormément. Il y a eu un jour où j'étais à la maison et il m'a parlé. On va se voir, on fait toujours des plans et ça ne se fait jamais. Qu'est-ce que tu en dis? On a fixé le rendez-vous, on s'est vu, et quand je l'ai rencontré en personne j'ai eu une bonne impression de lui. C'était super sympa. Le lendemain on s'est vu, c'était un samedi. Le dimanche on est sorti, on a passé la journée à discuter. Le lundi on s'est vu et on a commencé à se voir plus fréquemment. Il a une fille. À cette époque sa fille avait 14, 15 ans et il vivait avec sa fille. J'ai rencontré sa fille, j'ai commencé à aller chez lui et j'ai commencé à avoir de l'admiration pour lui. Mais en laissant toujours clair que je ne voulais pas avoir de relation parce que je n'allais plus rester à Mexico. Et puis la pandémie est arrivée. J'étais censée être appelée à tel mois, mais à cause de la pandémie c'est resté sans date et ça a fini par me laisser vulnérable à me permettre d'entrer dans cette relation. J'ai commencé à aller chez lui fréquemment et il y a eu un jour où il m'a dit « On se voit si souvent, qu'est-ce qu'on est? On est en couple ?» Je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe avec ma situation? Quand ils t'appelleront, on verra ce qu'on fait, mais il faut vivre le présent. » Et j'ai commencé à vivre. J'ai commencé à être sa copine. Comme je travaillais beaucoup, je travaillais un jour sur deux. Parfois je dormais chez lui, le lendemain il m'emmenait au travail. Parfois j'allais travailler, il venait me chercher et je dormais chez lui. Jusqu'à ce qu'un jour, quelques mois plus tard, 2 ou 3 mois plus tard, j'ai dormi chez lui, il est parti travailler. Ce jour-là je ne travaillais pas, je n'allais pas faire de garde. Je suis rentrée chez moi avant de vivre avec lui, je vivais avec mon frère, le plus jeune. Quand je suis rentrée chez moi, il m'a appelé. J'ai parlé avec ma fille et ma fille m'a dit que tu n'es pas à la maison. Je lui ai dit, ah, je suis chez moi. Mais ta maison maintenant c'est ma maison, non? Tu vas vivre avec moi, on est ensemble. Et petit à petit j'ai emmené une chose, puis une autre, jusqu'à ce que j'ai pratiquement tout là-bas. Quand j'avais tout là-bas, il y a eu un jour où on est allé dans mon village et on a annoncé à mes parents que je vivais chez lui, qu'on était mariés. Au début, il était ce mari exemplaire, tu sais? Ce compagnon, un mari, un bon père que j'ai beaucoup admiré. Une des choses qui m'a attirée chez lui était la façon dont il traitait sa fille. Le contexte de sa vie, la petite vivait avec lui depuis l'âge de 2 ans, il était père célibataire, tout ce contexte. Quand on était ensemble depuis presque 1 an, il a commencé à parler d'avoir un enfant. Je veux vraiment avoir un enfant, je veux être père d'un garçon, je veux lui donner le nom de cette personne parce que j'en suis un grand fan. Je veux vraiment avoir un enfant. Il en est resté à ce contexte de vouloir avoir un enfant, d'être fou d'avoir un bébé. Au début je suis restée comme ça parce que je ne voulais pas, j'avais peur d'être maman à cause du contexte d'avoir eu certaines expériences avec mes amis. Des expériences laides d'être mère célibataire, que les pères ne soient pas responsables. Je restais avec mon cœur, je ne sais pas si je veux être maman parce que j'ai peur de vivre ce qu'Anna vit. Et on a discuté. Il m'a dit, moi j'ai une fille, c'est moi qui me suis occupée de ma fille. Tu crois que je serais ce genre de personne? C'est là que j'ai commencé à ouvrir mon esprit là-dessus. J'ai commencé à suivre un traitement parce que j'avais un problème hormonal. Avant de commencer, j'allais me faire opérer. Avant la chirurgie, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je l'ai découvert dans les premières semaines parce que je suis allée faire une échographie pour pouvoir voir comment serait la chirurgie. Dans cette échographie j'ai découvert que j'étais enceinte avec moins de 4 semaines, vraiment au début.
Il était très heureux parce qu'il allait être père à nouveau et il voulait vraiment être père d'un garçon. J'ai découvert que j'étais enceinte le 10 novembre 2021. J'avais 30 ans. C'était un bonheur pour lui. Moi aussi j'étais heureuse. Mes parents étaient heureux, la famille de lui aussi. C'était un contexte très grand de bonheur. En revenant un peu au sujet, quand je l'ai rencontré, dès que je suis allée vivre avec lui, les parents de lui ont commencé à participer à la routine familiale de la maison parce que la mère de lui avait été diagnostiquée avec Alzheimer. Alors elle déjeunait toujours là-bas et parfois elle dînait ou prenait le petit déjeuner. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, il y a eu un problème entre lui et sa fille et la fille est partie vivre avec sa mère. Comme à cette époque c'était encore la pandémie, les femmes enceintes devaient être éloignées de l'environnement de travail et étaient en télétravail. Je suis restée à la maison. Quand sa fille est partie vivre avec sa mère, je suis devenue responsable de m'occuper de sa mère, de m'occuper de ma belle-mère. Je lui donnais le petit déjeuner, je lui donnais le déjeuner, le dîner. Peu de temps après j'ai commencé à la laver parce qu'elle ne savait plus se laver seule. J'ai commencé à m'occuper d'elle. Au père de lui je ne donnais que le déjeuner. À la mère de lui je faisais tout. Je suis tombée enceinte en novembre, je l'ai appris en novembre. Dans ce contexte je m'occupais déjà des parents de lui, je m'occupais de la mère de lui spécialement. Quand ce fut quelques jours avant Noël, ce jour-là pour moi a été très marquant parce que c'était un jour où la mère de lui, évidemment sans le vouloir parce que je comprends sa situation de santé, m'a donné beaucoup de travail parce qu'elle a fait beaucoup de sel et j'ai dû la nettoyer tout le temps. Je me suis beaucoup fatiguée et j'étais enceinte, ma pression baissait. Ce jour-là pour moi a été un jour très épuisant. Quand il est rentré à la maison, il est arrivé tout bizarre. Il est arrivé très étrange, il ne m'a presque pas parlé, il est entré et s'est enfermé dans la chambre. Il y a eu un moment où j'ai pris son téléphone. Quand j'ai pris son téléphone, je l'ai vu parler avec une autre personne sur Instagram. La personne disait « Ah, je pensais que tu étais marié. » Et lui « Non, je ne suis pas marié. Elle n'est qu'un passe-temps de la pandémie. » Et tout a commencé. On s'est disputé. Je lui ai dit que cette responsabilité des soins de sa mère je n'allais plus l'avoir parce que pour moi c'était absurde de m'occuper de sa mère et qu'au final il dise ça de moi et de mon bébé parce que j'étais enceinte. On a failli se séparer. Mais ce moment a été un moment où il a commencé à montrer qui il était. Malheureusement, ça a commencé à éveiller un sentiment saboteur en moi. Ah, je dois pardonner parce que je suis enceinte et j'ai un enfant. Mon bébé a besoin d'avoir un père. Et j'ai pardonné. Quand ce fut février, on a découvert le sexe de mon bébé. Il était super heureux parce que c'était une fille. C'était son rêve d'être père d'une fille, il voulait lui donner le nom d'une chanteuse dont il est fan. C'était tout ce bonheur. Ça en février. Quand ce fut en mars, le 17 mars 2022, on a dû faire l'échographie, la morphologique du deuxième trimestre. Ce jour-là a commencé encore plus de chaos dans ma vie. Dans cette échographie ont été détectés plusieurs problèmes de santé de mon bébé, qu'elle allait avoir la petite tête, qu'elle allait avoir une absence de l'os nasal, qu'elle n'allait pas avoir le bras droit complet, qu'elle allait avoir un problème dans la jambe, dans le fémur. C'était beaucoup de choses. À ce moment-là, ce jour-là, il a été mon soutien. Je suis entrée en désespoir parce que j'avais fait des échographies avant et je demandais pour tout et tout allait bien. Ce jour-là est apparue cette avalanche de problèmes et j'ai commencé à penser que le médecin se trompait. Je suis allée chercher un autre médecin. Avec l'autre médecin, ton bébé va bien, ton bébé est normal, tout va bien. Dans ce contexte il me disait, elle a foi. Si tu te mets triste, elle va le sentir. Ça ne sera rien de tout ça, elle va bien. Lui étant mon soutien ce jour-là, il a été mon soutien sûr. C'était un mardi ou un mercredi. Exactement une semaine plus tard, il m'a réveillée et m'a dit « Écoute, c'est mieux que tu fasses tes valises et que tu ailles chez tes parents. » Je lui ai dit « Pourquoi? Je ne fais pas quelque chose bien? » Non, parce que tu vas voir ce bébé plein de problèmes. J'ai passé toute ma vie à penser aux autres, en m'oubliant. Et maintenant j'ai besoin de penser à moi. Je ne peux pas laisser ça ruiner ma vie. Alors c'est mieux que tu ailles chez tes parents. Littéralement il m'a réveillée de cette façon. Je suis restée comme ça. J'ai dit « Viens discuter, ne me réveille pas et ne me balance pas ça. » Non, ça doit être comme ça. Je ne peux pas perdre ma vie, me nuire à cause de tout ça. J'ai besoin de penser à moi, j'ai besoin de penser à mon bonheur, j'ai besoin de penser à mon avenir. Je suis partie dans mon village, je n'ai rien dit à mes parents, je n'ai rien dit à mon amie qui est la marraine de ma fille. Je suis restée là-bas quelques jours. Environ une semaine plus tard il m'a contacté, il a dit qu'il avait mieux réfléchi, qu'il avait parlé avec son père et qu'il avait un fils, qu'il voulait élever ce bébé, que je revienne. Je suis revenue à Mexico, j'ai dû faire un autre examen, une autre échographie. Dans l'autre échographie ils m'ont dit « Écoute maman, je crois que ton bébé n'aura vraiment pas la main complète. Je crois qu'elle va avoir ses 3 doigts. Je crois qu'elle n'aura pas le cubitus, elle aura le radius et elle aura ses 3 doigts. » Pour moi ça a été un choc parce que j'avais déjà dans ma conscience demandé à Dieu que tout ce que le médecin avait dit la première fois était une erreur et que ça n'allait pas arriver, que mon bébé allait bien. Mais la doctoresse a dit «
Écoute, la petite tête est normale, elle a un os nasal, mais je n'arrive pas à visualiser la main complète. Je crois que j'avais 8 mois de grossesse. Après je n'ai plus voulu refaire d'échographie parce que chaque fois que j'y allais il se passait quelque chose, un problème. Je suis restée traumatisée. Le 20 juillet ma fille est née. Je n'avais pas raconté à l'obstétricien. Ma fille est née, je suis allée aux urgences. Je n'ai pas fait l'accouchement avec l'obstétricien qui me suivait. Je suis allée aux urgences et je n'avais pas emmené les échographies où il disait que mon bébé avait des problèmes de santé. J'ai emmené les échographies normales parce que dans ma tête elle allait venir avec ses 2 petits bras, avec ses 2 petites mains. Quand Sophia est née par césarienne, j'ai tenté un accouchement normal, j'ai fait une induction mais ça n'a pas marché, j'ai dû faire une césarienne quand la doctoresse l'a prise, elle m'a dit. Maman, tu savais que ton bébé avait un petit problème de santé. Je lui ai dit, la petite main, c'est ça? Oui, mais elle a aussi un petit problème au petit pied. Mon ex était avec moi. J'ai regardé et j'ai dit, comment va-t-elle? Ah, elle va bien. Mais ça a été une telle frayeur pour l'équipe médicale que j'ai vu ma fille comme en quelques secondes. Maman, tu veux une photo avec ton bébé? J'ai dit, je veux. Alors ils ont tourné mon bébé vers moi, j'ai regardé devant, ils ont pris la photo et mon bébé est parti. Ils devaient l'emmener pour faire les examens. Ma fille est née à 9 heures du matin et je l'ai vue jusqu'à 6 heures du soir. Environ 15 jours avant que ma fille naisse, une amie m'a dit, écoute, quand ton bébé naîtra, demande si elle a fait caca dans le ventre parce que mon fils a fait caca dans le ventre et a dû rester hospitalisé 15 jours à l'hôpital. Je suis restée avec ça dans la tête. J'ai commencé à demander aux infirmières, aux doctoresses si elle avait fait caca et personne ne me disait. Dans ce contexte je voyais les couches de mon bébé et elle se mouillait seulement de pipi, elle ne se salissait pas de caca. Quand ce fut le lendemain, 5 heures du matin, le néonatologue l'a vue, il est arrivé pour faire la visite. Je lui ai dit, docteur, il me semble étrange parce que mon bébé n'a pas fait caca. Elle a fait caca pendant l'accouchement? Non, mais ne t'inquiète pas parce qu'un nouveau-né a 48 heures pour faire caca. C'est normal. D'accord, mais je suis restée avec ça dans la tête. Quand sont arrivées les 10 heures du matin, 24 heures après la naissance de ma fille, elle n'avait toujours pas fait caca. J'ai enlevé la couche, j'ai vu qu'il n'y avait pas de caca, j'ai vu que ses petites fesses étaient un peu différentes. Je suis entrée en désespoir. J'ai dit au père de elle, écoute, les petites fesses de mon bébé ne sont pas normales. Non, c'est dans ta tête parce que tu es une maman pour la première fois. C'est normal. Non, je vais appeler l'infirmière, appelle la doctoresse. Non, tu es folle. On va voir notre sortie maintenant. Si tu dis quelque chose, on n'aura pas la sortie, on va rester ici. Moi je veux rentrer à la maison. On rentre. On rentre. Non, on va voir ce qui se passe avec mon bébé parce qu'elle ne va pas bien. Mais mon bébé allait bien, seulement dans mon cœur de maman je sentais qu'elle n'allait pas bien. Non, tu vas appeler l'infirmière maintenant. J'ai commencé à crier. Il a appelé l'infirmière. L'infirmière a regardé et a dit qu'il n'y avait rien. Tu vois qu'il n'y a rien. Appelle la doctoresse. La doctoresse va examiner mon bébé. Quand la doctoresse a examiné mon bébé, elle a dit, maman, il y a vraiment quelque chose avec ton bébé. Elle a dit qu'à l'hôpital il n'y avait pas de chirurgien à ce moment-là mais qu'elle allait parler avec un chirurgien pédiatrique pour qu'il vienne l'examiner. Après environ 1 heure le chirurgien pédiatrique est venu examiner mon bébé. Le chirurgien a dit, écoute maman, je n'ai pas de bonnes nouvelles à te donner. Je vais devoir lui faire une radiographie juste pour confirmer ce dont je suis déjà certain, mais j'ai besoin de te montrer. Il lui a fait la radiographie. Quand il est revenu il a dit, écoute, ici, il m'a montré la radiographie, l'intestin de ton bébé, au lieu de finir aux petites fesses, finit dans le système urinaire. On doit la transférer maintenant pour lui faire une chirurgie d'urgence. Sinon, tu vas perdre ton bébé. Elle va utiliser une colostomie pendant un temps. Je suis restée sans réaction. Mon bébé j'avais eu une césarienne et cette césarienne a été compliquée parce que j'avais tenté d'induire l'accouchement. Mon bébé a été transféré dans un autre hôpital parce que dans l'hôpital où on était il ne faisait pas ce type de chirurgie. Il est parti avec elle. Elle a fait la chirurgie, ils lui ont mis la petite poche. On a vraiment failli la perdre. Mon bébé a dû être transféré de l'hôpital où je l'avais eu vers un autre hôpital parce que l'hôpital où elle est née n'avait pas comment faire la chirurgie, elle avait besoin d'une unité de soins intensifs néonatales et là-bas il n'y en avait pas. Elle a été transférée. Je ne pouvais pas aller avec elle parce que j'étais fraîchement opérée, ma césarienne était une césarienne complexe. Il est parti avec le père de elle et je suis restée à l'hôpital. Le lendemain mes parents sont arrivés, après j'ai eu ma sortie et je suis rentrée à la maison. Mais je suis restée sans pouvoir être avec mon bébé, en accompagnant mon bébé parce que j'ai eu une crise d'anxiété de ne pas être avec elle. Je me sentais comme une très mauvaise maman de ne pas être en train d'accompagner ma fille dans ses premiers moments de vie. J'ai eu une crise de toux, j'ai beaucoup toussé, ma chirurgie s'est ouverte toute. J'ai dû retourner chez le médecin.
J'ai passé environ 12 jours sans voir ma fille parce que je ne pouvais même pas marcher parce que la chirurgie s'était ouverte. Elle s'est ouverte environ 3 fois. Quand elle commençait à se fermer, j'avais une autre crise d'anxiété, je commençais à tousser, je toussais, elle s'ouvrait. Je n'avais jamais eu ça dans ma vie. Il y a eu un jour où j'ai dit à mes parents, j'ai besoin de voir mon bébé. On est allé là où elle était, j'ai demandé à mes parents de me laisser rester cette nuit avec mon bébé. Je suis resté moi et le père de elle. Le lendemain j'ai beaucoup empiré, j'ai dû retourner à l'hôpital pour que le docteur me voie, il a dû drainer cette partie. Je suis resté à la maison. Il y a eu un moment où mes parents ont dû retourner dans mon village et mon frère ne pouvait pas rester avec moi dans la maison où je vivais. Alors j'ai trompé mon frère et je suis allé à l'hôpital. Mon père a dit que je ne pouvais pas y aller. Le père de mon bébé a aussi dit que je ne pouvais pas y aller. Je ne pouvais vraiment pas y aller, mais être à côté de mon bébé parlait plus fort. J'ai laissé ma douleur de côté, j'ai tout laissé de côté, je suis allé rester avec elle parce que j'avais besoin d'être avec elle. Je sentais que j'avais besoin de l'allaiter. J'ai passé environ 3 jours là-bas. Mon père s'est fâché contre moi, mais pour que je m'occupe de mon bébé je devais aller bien. À ce moment-là je voulais seulement être à côté de mon bébé. Dans ma tête j'ai dit, pour que j'aille bien, mon bébé doit aller bien, alors je dois être à ses côtés. Je suis allé à l'hôpital, je suis resté avec elle jusqu'à ce qu'ils lui donnent sa sortie. Ils lui ont donné sa sortie. Dans ce contexte d'être allé à l'hôpital, d'avoir vu mon ex s'occuper de mon bébé, je me suis dit, waouh, il a changé. Il est en train d'être le père qu'il a dit qu'il serait parce qu'il ne s'est pas séparé de mon bébé même une minute. J'ai commencé à l'admirer, le sentiment a recommencé à fleurir à nouveau pour lui dans cette situation de mon bébé, de lui s'occupant de mon bébé, de lui aussi inquiet pour moi, pour comment j'allais. On a eu la sortie. Les premiers jours il a continué comme il était à l'hôpital. Mais après on a commencé à avoir besoin de chercher d'autres médecins. On a cherché le premier médecin, le premier orthopédiste pour voir sa petite jambe. Quand on est allé l'emmener chez l'orthopédiste, il nous a dit « Ton bébé a la maladie X ». Il a parlé d'une maladie très vite. Je lui ai dit « Quelle maladie c'est ça ?»« Ton bébé a une hémimélie. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut amputer sa jambe. Je suis resté glacé, sans sol. J'ai dit que j'allais chercher un autre médecin. Les disputes ont commencé avec lui parce qu'il a dit que ce médecin était un bon médecin et qu'il fallait l'écouter. J'ai dit que je n'allais pas écouter un médecin qui disait que la jambe de mon bébé devait être amputée. Et là il a déjà commencé à être la personne qu'il était avant que mon bébé naisse. Musique. J'ai commencé à voir qu'il cachait beaucoup le portable, j'ai remarqué qu'il avait d'autres conversations. On a commencé à beaucoup se disputer parce que quand j'avais besoin de faire quelque chose avec mon bébé on a commencé à chercher un programme qui donne des poches de colostomie, on a commencé à chercher d'autres médecins. Il voulait que mon bébé soit enveloppé dans un drap, en faisant un cocon pour que personne ne la voie. On se disputait beaucoup. Même s'il faisait chaud, il voulait envelopper mon bébé pour que personne ne la voie. Je discutais, il disait que c'était parce que les gens allaient poser des questions et il n'aimait pas parler de ça. Les disputes ont commencé. Quand mon bébé a eu 3 mois, il a simplement trouvé un travail pour voyager. Il a trouvé un travail dans une entreprise de transport pour être 15 jours en voyage et seulement 2 jours à la maison. C'est-à-dire, il est parti, c'était la première fois qu'il laissait la responsabilité sur moi. Je suis restée avec tout. À ce moment-là mon bébé j'avais déjà cherché un autre médecin, un autre orthopédiste. Il a dit, écoute, ton bébé a une hémimélie, c'est une maladie très rare. On ne va pas avoir besoin d'amputer sa petite jambe mais elle va faire un traitement très long, c'est douloureux. Tu vas souffrir, ton bébé va souffrir, mais il existe un traitement. Si tu veux, on va faire ce traitement. J'ai dit, alors je veux. Le traitement de mon bébé a commencé. La première étape du traitement a été de lui mettre un petit plâtre. Quand mon bébé a eu son premier plâtre, j'étais seule parce qu'il avait déjà commencé ce nouveau travail. C'était très douloureux pour mon bébé parce qu'ils ont dû tirer son petit pied, lui mettre le plâtre. J'ai passé 3 jours sans dormir avec mon bébé dans les bras. Quand il est arrivé je lui ai dit, écoute, ce n'était pas un bon moment pour que tu partes travailler dehors parce qu'il y avait des soins du bébé à faire. Pour moi c'était très lourd tout ça toute seule. Et lui, non, le rôle de la maman c'est ça. Qui ferait le Mathéo? Le rôle du papa c'est autre chose, le rôle du papa c'est autre chose. Alors débrouille-toi. J'ai commencé le traitement de mon bébé seul, chercher des kinésithérapies, changer le plâtre. Quand ce fut février, mon anniversaire est début février. Mon anniversaire était un samedi et ce samedi il était à la maison. Quelques jours avant le petit plâtre de mon bébé était tombé. Je lui ai dit, puisque tu vas être à la maison le jour de mon anniversaire et mon bébé va être sans le petit plâtre, on va en profiter et on l'emmène à la plage parce que quand ils lui mettront le plâtre elle va passer un temps sans pouvoir aller à la mer, sans pouvoir entrer dans l'eau. Lui avec une tête moche. Onigrégaba. À ce moment-là j'avais déjà commencé depuis quelques semaines à avoir des crises de vésicule, j'avais des calculs dans la vésicule. J'avais des crises de gastrite. J'avais beaucoup de nausées,
beaucoup de mal au ventre. Mais j'étais obligée de laisser ma douleur de côté parce que je devais m'occuper de mon bébé et il n'y avait pas d'autre option. On est allé à la plage. Le jour de mon anniversaire, il a appelé un collègue. Quand on est arrivé à la plage, l'ami lui a dit « Tu ne vas pas entrer dans l'eau ?» J'ai dit « Non, pas moi. Je suis venue ici pour que mon bébé entre dans l'eau parce qu'elle va passer un temps sans pouvoir le faire. » Pourquoi tu n'entres pas? Non, j'ai juste des vertiges, je ne me sens pas très bien, j'ai mal à la tête. Je suis seulement venue pour mon bébé. Le père de mon bébé, le jour de mon anniversaire, m'a fait un cadeau. Il a ouvert la bouche et a dit « Puisque tu passes ton temps à te plaindre que tu as mal au ventre, que tu as des vertiges, que tu as ceci et cela, tu n'es jamais bien, pourquoi tu ne te suicides pas une bonne fois pour toutes? Si tu meurs, si tu te tues, tu cesseras de ressentir tout ça. » Le jour de mon anniversaire, il m'a dit ça. Même l'ami de lui est resté sous le choc. Comment tu dis quelque chose comme ça à ta femme, à la mère de ta fille, le jour de son anniversaire? Ah, c'est une blague. Et il a commencé à rire. Après ça, le lendemain il est parti. Quand il revenait du travail, quand il arrivait du travail, il passait 2 jours à la maison mais avec une tête moche, il ne prenait presque pas mon bébé dans ses bras. Moi angoissée, voulant sortir de cette réalité mais en même temps en me sabotant en voulant que mon bébé ait ce que j'ai eu, un père, une figure paternelle. Je ne vais pas supporter ça parce que mon bébé est déjà passé par tant de choses, passe par tant de choses, va passer par tant de choses. Alors elle doit avoir un père. Au moins elle aura un père. Quand ce fut mars, un jour de congé de lui où il était à la maison, mon bébé a commencé à respirer différemment. Mon bébé a déjà une respiration différente à cause des malformations qu'elle a. Mais la respiration était beaucoup plus difficile. J'ai dit, écoute, elle ne va pas bien. On va l'emmener aux urgences. Je l'ai emmenée aux urgences. Quand on est arrivé, elle a été diagnostiquée avec une bronchiolite. Comme elle avait tout le problème de malformation, les problèmes de santé qu'elle avait déjà, ils ont pensé mieux de la mettre en unité de soins intensifs. Il a dit qu'avec 2 jours en soins intensifs, elle irait déjà bien. Moi parlant avec le docteur a dit « Écoute, as-tu déjà demandé la chirurgie de transition pour séparer l'intestin du système urinaire ?» J'ai dit « Oui, j'ai demandé mais l'assurance l'a refusé. » Écoute, si tu veux, on la demande ici depuis les soins intensifs parce que comme ça ce sera plus facile. Ah, alors je veux? Ils l'a demandé, ils l'ont libérée, ils ont commencé à faire les préopératoires. Aucun de ces préopératoires n'a suspecté qu'elle avait l'aorte dupliquée. Ils sont allés faire un autre examen et dans cet autre examen elle a attrapé une pneumonie hospitalière. À ce moment-là le père de elle n'était déjà plus à Mexico. Il était à Mexico le jour où elle a été hospitalisée. Le lendemain il était déjà parti voyager. Le jour où mon bébé a été hospitalisé jusqu'à ce jour-là c'était exactement 1 semaine. Ce serait à peu près le jour où il allait arriver. Quand elle a eu des complications, je lui ai parlé, je lui ai dit, écoute, il se passe quelque chose avec mon bébé. Elle a eu des complications, elle ne va pas bien. Viens ici. Non, je vais régler ça, je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne sais quoi. J'arrive. C'était un jeudi de Semaine Sainte. Et il n'est pas venu. Quand ce fut vendredi de Semaine Sainte, je lui ai parlé à nouveau. Écoute, ta fille a eu des complications à nouveau, elle ne va pas bien. Tu dois venir ici. Ah, j'allais venir mais maintenant je ne viens plus parce que moi je suis père et je sais ce qu'un père doit faire pour un enfant. Tu n'as pas besoin de me dire mes obligations. Je ne viens plus et c'est tout. Je suis resté indigné. Comment est-ce possible que ta fille soit en train de vivre ça? Il s'est fâché, il a commencé à me dire plein de choses. À la fin de l'après-midi il m'a partagé un trajet Uber. J'ai dit, ah, je crois qu'il vient parce qu'il a partagé ce trajet avec moi. C'est pour que quand il arrive je sache, pour sortir pour qu'il puisse entrer aux soins intensifs. Quand j'ai cliqué sur le lien pour suivre le trajet, c'était un trajet qui sortait de la maison où on vivait, s'arrêtait à une adresse déterminée et l'adresse finale était un motel. C'est-à-dire, mon bébé avec des complications, moi avec mon bébé en soins intensifs, mon bébé très mal, lui n'est pas allé voir mon bébé mais a eu la capacité de partager un trajet de lui sortant de la maison où on vivait, allant chercher quelqu'un et allant dans un motel. Je lui ai répondu, je lui ai dit, écoute, comment as-tu le courage de faire quelque chose comme ça? Ah non, c'était une erreur, je ne sais quoi. Il a essayé de s'excuser. Mais là j'ai parlé avec mon père, je lui ai dit, papa, ça vient de se passer. Tu veux que je vienne demain? Je sors les affaires de la maison de cette personne et je les mets chez ton frère. J'ai dit, quoi? Mon père est venu le lendemain, a fait mon déménagement, a emmené mes affaires chez mon frère. Et mon bébé empirait. Le lendemain de mon déménagement a sonné une alarme dans un des appareils des soins intensifs que je n'avais jamais vu. Je suis du domaine de la santé, je travaille dans un laboratoire, mais je n'avais jamais imaginé tout ce scénario, qu'un bébé puisse passer par tout ça.
La technicienne en soins infirmiers qui s'occupait de mon bébé a regardé ses paramètres et a dit quelque chose qui se passait. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est? Non, je vais appeler la doctoresse. Elle a appelé la doctoresse. La doctoresse a regardé. Ils m'ont sorti des soins intensifs, ils m'ont tiré. Maman, tu dois sortir, ton bébé ne va pas bien. On t'appelle tout à l'heure. Littéralement ils m'ont sorti en me tirant. Environ 1 heure plus tard ils m'ont appelé. Quand j'ai vu mon bébé j'ai eu un choc parce qu'elle était intubée, en position ventrale avec le petit ventre vers le bas, pleine de médicaments, pleine d'appareils. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je suis restée sans comprendre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec mon bébé? Écoute, ton bébé a un SDRA, c'est une des pneumonies les plus graves qui existent. Elle a dû être sédatée, elle est avec une forte dose de médicaments et je ne sais pas si elle va vivre. Je suis restée sous le choc. J'ai parlé au père de elle, je lui ai dit, écoute, il se passe ça et ça et ça. Et il m'a dit que c'était un mensonge de moi, que je mentais pour attirer son attention. Il s'est passé presque 1 mois pour qu'il voie mon bébé. Mon bébé était en train de respirer 100% par l'appareil. Elle était sédatée. Même en respirant 100% par l'appareil, sa saturation ne dépassait pas 84%, ce qui est déjà bas. Mon bébé a commencé à beaucoup gonfler. J'ai dit, je lui ai parlé parce qu'une m'a dit chaque jour une doctoresse arrivait et me disait qu'elle ne croyait pas que mon bébé passerait ce jour-là. Mon bébé a eu des complications, elle était très gonflée. La doctoresse, écoute maman, je sais qu'on a déjà intubé 2 fois, mais le cœur de ton bébé est très fatigué, très fatigué. Elle est toute gonflée, je ne crois pas qu'elle supporte. Je lui ai parlé. Il m'a dit que c'était un mensonge de moi à nouveau. Je lui ai pris une photo, je la lui ai montrée. C'est seulement alors qu'il est arrivé là-bas. Il est arrivé désespéré. Quand il est arrivé, mon bébé a empiré. On a dû sortir des soins intensifs. Quand les doctoresses ont réussi à la stabiliser, quand on est revenu, mon bébé saturait à 86. Quand il a commencé à parler avec mon bébé, de 86 elle a commencé à saturer à 92. C'était ce bonheur. Il a commencé à parler avec mon bébé, il a commencé à demander pardon à moi, à mon bébé. Il a dit qu'il allait changer. Il a dit qu'il allait sortir du travail pour pouvoir s'occuper de nous. Littéralement il est sorti du travail mais n'a rien fait. Après être sorti du travail, il a dit qu'il allait se relayer avec moi pour que je puisse me reposer parce que jusqu'alors je passais plus d'1 mois sans voir le ciel. Je ne sortais même pas des soins intensifs, je restais aux soins intensifs tout le temps. Il est venu quelques fois à l'hôpital. Il est resté avec mon bébé environ 1 petite heure. On se disputait beaucoup parce que dans le contexte des soins intensifs j'avais encore beaucoup de crises de vésicule, de gastrite et j'avais aussi des crises de labyrinthite à cause du contexte que je vivais. Il y avait des fois où je sentais tellement de douleur que je ne pouvais même pas respirer. Quand je lui parlais, viens rester avec mon bébé pour que je puisse aller aux urgences, prendre des médicaments, j'ai beaucoup de douleur, je ne supporte pas. Il me disait, ah, tu es très faible, tu es très faible. Une maman quand elle est avec sa fille supporte la douleur et reste avec sa fille. Et c'était toujours comme ça. Une fois il était libre. Il a dit, écoute, je vais aller rester avec mon bébé. J'ai dit bien parce que j'ai besoin de vêtements propres, j'ai besoin d'aller à la maison apporter des vêtements propres, laver les vêtements sales parce que jusqu'alors mon frère ou mon père m'apportait les vêtements. Il est allé à l'hôpital et moi je suis allée à la maison laver les vêtements, apporter des vêtements propres. Quand je suis arrivée à la maison, il m'appelle, il me dit, écoute, la saturation a baissé. Non, mais chaque fois qu'elle baisse un peu après elle remonte. Non, l'appareil s'est mis à 0. 0 de battement, 0 de saturation, 0 de tout. Ils sont en train de la réanimer ici. Je suis entrée en désespoir, je suis revenue à l'hôpital. Quand je suis arrivée à l'hôpital ils avaient déjà réussi à stabiliser mon bébé. À nouveau, après avoir vu toute cette situation, il a demandé pardon à moi, il a demandé pardon à sa fille. Il a dit qu'il allait s'occuper de nous. Ça s'est passé un dimanche, ça s'est passé 1 semaine tous les jours en demandant de mes nouvelles de mon bébé. Après ça il a disparu. Après un temps mon bébé a eu sa sortie. Je suis allée chez mon frère où étaient mes affaires. Il n'est allé voir mon bébé qu'1 mois plus tard. Après l'avoir vu, il a demandé à revenir parce qu'il voulait sa fille, il voulait sa femme, il voulait sa famille. Contre la volonté de mes parents je suis revenue. Toutes les fois que je suis revenue. Il a passé un temps bien, étant le père qu'il a dit qu'il serait à nouveau. Il nous emmenait elle et moi aux kinésithérapie parce qu'à cause de ce problème respiratoire, à cause de la pneumonie, elle était restée avec un problème respiratoire. Elle devait faire de la kinésithérapie respiratoire. Il a emmené quelques fois, très peu de fois, maximum environ 4 fois. Après il a recommencé. Quand je l'appelais pour aller emmener à la kinésithérapie, il disait qu'il n'allait pas, qu'il ne savait quoi. Il m'a dit, écoute, je vais acheter une voiture. La voiture va être chère mais elle va être bien parce qu'on dépense beaucoup en Uber.
Écoute, achète la voiture parce que moi j'assume tous les frais de la maison, j'assume les frais de la voiture. D'accord. Il a acheté une voiture. J'y suis allée, j'ai payé parce que comme mon bébé est une personne avec handicap, elle a droit à certaines exonérations. J'y suis allée, j'ai payé les exonérations, j'ai payé un tarif pour faire l'expertise pour avoir droit aux exonérations. On a obtenu les exonérations de Sophia. Quand on a commencé à chercher le médecin d'orthopédie qui a commencé le traitement, on savait parce qu'on avait déjà cherché que le traitement de Sophia était un traitement cher, très cher. Chaque chirurgie au-dessus de 200 000, 300 000 pesos. On a commencé à chercher les droits de Sophia pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour pouvoir faire sa chirurgie. On a obtenu et cet argent est resté sous la responsabilité de lui. Toutes les fois que je demandais « Combien il y a sur le compte, je ne sais quoi ?» Il me disait que je n'avais pas le droit de voir, que la responsabilité était la sienne, que la mienne c'était les soins, la sienne c'était la responsabilité financière, qu'il était responsable d'elle, alors il devait administrer. Quand j'ai commencé à l'appeler pour qu'il nous emmène dans la voiture qu'il avait achetée avec l'objectif des bénéfices de Sophia, pour l'emmener en thérapie, l'emmener chez le médecin, aux examens, il disait qu'il ne pouvait pas. Je ne peux pas parce que je vais faire ça, je ne peux pas parce que maman, je ne peux pas parce que papa, je ne peux pas parce que je ne vais pas bien. Moi je le critiquais pour ça parce qu'il avait acheté une voiture avec la finalité X et elle n'était pas utilisée pour ça. Quand ce fut en décembre 2023, j'ai vu un autre message de lui avec une autre femme. Il disait, en racontant sa version, qu'il en avait marre d'avoir une fille spéciale, que c'était très fatigant, c'est un poids très grand d'avoir une fille spéciale, qu'il avait passé plus de 100 jours en soins intensifs avec ma fille. Quand j'ai vu cette conversation, je suis allée et j'ai parlé avec la femme, je me suis identifiée. Elle a dit, non, il m'a dit ça et ça et ça. On était déjà en train de programmer de passer Noël je ne sais où, le Nouvel An je ne sais où. Comment. Ce jour-là, cette nuit je me suis réveillée, je lui ai dit, écoute, c'est quoi cette histoire? Il a commencé à vouloir mettre la faute sur moi. Ah, parce que si tu n'avais pas cherché, parce que si tu n'avais pas cherché tu n'aurais pas vu, parce que je suis un homme et je suis très fatigué de cette vie, d'avoir une fille comme ça, fatigué de devoir l'emmener à des choses. Mais tu ne l'emmènes pas. Non, mais c'est que je ne sais quoi. Toujours en prenant sa faute et en la transférant sur moi. Un jour après avoir vu tout ce message de lui avec cette autre personne, c'était un jour où j'allais récupérer les demandes de la chirurgie de mon bébé parce qu'elle n'avait pas fait la chirurgie à l'hôpital où elle avait attrapé la pneumonie, elle avait passé 100 jours en soins intensifs. Après elle a dû passer un temps à se rétablir parce qu'elle était restée très fragile, elle n'allait pas pouvoir passer par la chirurgie. On a attendu 6 mois pour pouvoir courir derrière la chirurgie à nouveau. Un jour où j'allais récupérer la demande de la chirurgie, je lui ai dit, écoute, on y va, tu vas nous emmener. J'y vais, allez. À ce moment-là je m'étais déjà promis que voir une conversation de lui avec une autre personne n'allait plus m'affecter, que je n'allais plus demander qu'il nous emmène aux thérapies. Parce qu'il y a eu un moment de l'hospitalisation de mon bébé où j'ai fait une promesse pour elle en disant que j'allais supporter d'être avec le père de elle jusqu'à faire les chirurgies parce qu'elle allait avoir à ses côtés au moment où elle en aurait le plus besoin le père et la maman. Quand ça s'est passé, j'ai dit dans ma tête, je ne vais plus rien demander de lui. Je vais attendre que mon bébé termine les traitements, les chirurgies et après je me sépare. Comme ça je serai tranquille dans ma tête, dans mon cœur. J'aurais fait ma partie. Je suis allée, j'ai récupéré la demande et tout. Quand je suis arrivée à la maison il voulait me parler mais je ne lui ai pas accordé d'importance. Je suis restée à la maison avec lui comme si l'autre personne n'existait pas. Il restait en essayant de me parler et je ne parlais pas. Je répondais le maximum possible. Je ne faisais plus l'effort qu'il vienne avec moi et avec mon bébé aux thérapies, aux examens. Quand ce fut près de fin d'année, de 2023, près de Noël et Nouvel An, il m'a dit, tu vas emmener notre fille en thérapie. J'ai dit oui. Il m'a dit, je vous emmène. Non, tu n'as pas besoin. Non, je vous emmène. D'accord. Quand on est allé entrer dans la voiture, on a descendu un petit escalier qu'il y avait de la maison de ses parents. Il s'est arrêté et a fait comme ça. Écoute Kata, j'ai fait une promesse, j'ai beaucoup parlé avec Dieu, j'ai fait une promesse et à partir de maintenant je vais être un père différent, je vais être un mari différent. Je vais être tout ce dont toi et mon bébé avaient besoin. Mais cette année-là chaque fois parce qu'il avait déjà fait ses promesses d'autres fois. J'ai juste laissé passer. Mais il a commencé à changer. C'est-à-dire, pas changer mais à prendre le personnage. Quand il voulait être le bon père, le bon mari, il l'était, mais il n'arrivait pas à le soutenir longtemps. Il a commencé à aller avec nous aux thérapies, à rester un peu plus avec mon bébé. Quand c'est arrivé près de mon anniversaire à nouveau, je suis restée tout traumatisée parce que l'année dernière, l'année précédente, il avait dit ça. Cette année-là quand j'ai eu 33 ans c'était tout différent. On est sorti avec les amis. Même une amie m'a dit, c'est tellement beau de vous voir ensemble. J'aimerais que ma famille soit comme la vôtre. Que c'est intéressant, non? Le drame de l'autre est toujours plus vert. Est-ce qu'il est en train de changer?
Non, je crois qu'il est en train de changer. J'ai eu mon anniversaire le week-end avant le carnaval. Le week-end suivant, c'était le week-end de carnaval. On est allé chez un ami de lui. C'était super sympa. En jouant avec Sophia. Tout était parfait. Jusqu'à ce qu'un jour on se réveille. Quand il a pris le portable pour voir l'heure à laquelle on allait avec mon bébé à la thérapie, j'ai vu qu'il y avait un message de quelqu'un avec ses émojis de petits cœurs dans les yeux. J'ai dit, qui c'est cette personne? Ah, parce qu'il avait commencé à travailler comme Uber, c'était une passagère que j'ai prise, c'est une dame riche de Sao Paulo qui est venue travailler ici. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'un chauffeur de confiance parce qu'elle est toujours ici, elle a toujours de l'argent sur elle. Elle avait besoin de quelqu'un de confiance. Elle a demandé si je pouvais faire les trajets pour elle. Pour moi ce serait bien parce que ce serait un extra. Pour moi tout ok. Mais à partir de là il est redevenu ce qu'il était. C'est-à-dire, il n'est pas redevenu ce qu'il était, mais le masque a recommencé à tomber à nouveau. Ne pas vouloir aller avec moi, aller avec Sophia aux thérapies, ne pas vouloir me laisser, il avait toujours quelque chose de plus important à faire. Quand j'ai recommencé à me plaindre à nouveau, il m'a dit « Ah, mais j'ai une amie qui m'a dit que si tu ne te sépares pas de moi, aucun juge ne va m'obliger à emmener mon bébé en thérapie. Le juge va m'obliger tous les 15 jours à passer l'après-midi du dimanche avec moi. Ah, parce que mon ami a dit que si tu étais vraiment ma femme, comme tu ne travailles pas, tu t'occuperais de ma mère et je n'aurais pas besoin de payer quelqu'un pour rester avec ma mère. » Toujours en balançant ces conversations, qu'une amie, que ceci, que cela. Jusqu'à ce qu'un jour j'étais à la maison seule avec mon bébé et mon bébé d'un coup a arrêté de respirer. Quand mon bébé a arrêté de respirer, je ne lui ai même pas parlé. Au début j'ai demandé un Uber, j'ai appelé, j'ai demandé un Uber. Quand j'ai demandé un Uber j'ai commencé à l'appeler. Demander un Uber. Mon intention était d'emmener mon bébé à l'hôpital où elle faisait les traitements mais comme c'était loin de ma maison, j'ai eu peur de ne pas arriver à temps. J'ai dit au chauffeur, arrête-toi à n'importe quel hôpital. Il s'est arrêté au premier hôpital. Quand je suis arrivée je n'ai même pas pu faire l'enregistrement de mon bébé. J'étais très nerveuse. Je pouvais seulement dire que mon bébé ne respirait pas, mon bébé ne respirait pas. Après j'ai seulement fait l'enregistrement de mon bébé après qu'elle ait été soignée. Ils ont soigné mon bébé. Mon bébé a dû recevoir des nébulisations d'adrénaline, de salbutamol pour pouvoir ouvrir ses voies aériennes. Au début j'appelais le père. Ce jour-là je lui ai parlé plus de 70 fois, il n'a pas répondu. Après que mon bébé ait eu sa sortie des urgences, je suis arrivée à la maison. Je suis arrivée avec une liste énorme de médicaments. Je suis arrivée, je lui ai donné la liste pour qu'il aille les acheter. Il a dit qu'il n'allait pas, que le bébé était à moi, que si je voulais que mon bébé aille bien, que je les achète. Je lui ai dit, écoute, tu as l'argent de mon bébé sur ton compte. Si tu n'achètes pas les médicaments d'elle jusqu'à telle heure, je vais à la police. Après un temps il est arrivé, le livreur de la pharmacie a frappé à la porte. Il est sorti, il a pris mon bébé dans ses bras, il est sorti ouvrir la porte, récupérer les médicaments et il est revenu. Quand il est revenu, il avait un tout petit sac. Ça n'a pas de sens la quantité de médicaments que le docteur a prescrite pour ce petit sac. Mais je suis restée silencieuse. Pas 2 minutes ne se sont passées et j'ai commencé à ne pas pouvoir respirer parce que je suis arrivée en sentant l'odeur du Vicks Vaporub. C'est une odeur de Vicks. Quand j'ai regardé, il avait mis du Vicks à mon bébé, sur le front, sur le nez, sur la poitrine, sur le dos. Il lui avait attaché un bandana autour du cou. J'ai perdu la tête. J'ai pris mon bébé, j'ai pris le Vicks, je l'ai jeté au père de mon bébé. J'ai pris mon bébé, je l'ai mise sous la douche pour lui enlever ce médicament. Mon bébé ne pouvait déjà plus respirer. Quand il lui a mis le Vicks, mon bébé était sang, c'était angoissant de voir ça. À ce moment-là on s'est séparés. Musique. Il n'y avait déjà plus moyen de continuer à partager le même toit avec cette personne. Vraiment il n'y avait plus moyen, mais moi avec mon sentiment de sabotage, je me sabotais tout le temps. Mon bébé a besoin d'un père, mon bébé, j'avais fait une promesse, je dois tenir cette promesse à mon bébé d'avoir un père présent jusqu'à ses chirurgies. J'ai dit, non, je n'ai déjà plus moyen d'être ici. Je mets la vie de mon bébé en danger. Je suis revenue chez mon frère. Dans ce contexte c'était horrible parce que mon bébé était déjà habitué à ce que tous les jours on se réveille ensemble, elle dormait avec nous. Ça a fait très mal à mon bébé. Mon bébé a commencé à avoir des comportements d'automutilation, en se tirant les cils, en se mordant les lèvres, en se tirant les poils des sourcils, pleurait tout le temps au milieu de la nuit. Et lui voyait mon bébé. Il ne voulait pas payer de pension. Je le menaçais, si tu ne vas pas payer de pension, je vais te mettre en justice. Où est l'argent de mon bébé? Et lui toujours, ah, parce que tu n'as pas le droit à l'argent de mon bébé. L'argent de mon bébé est ma responsabilité. J'ai commencé, à ce moment-là j'avais déjà fait une autre assurance santé pour mon bébé parce que le plan que j'avais ne libérait rien. J'avais fait une autre assurance santé, j'avais déjà couru derrière une autre équipe médicale pour faire la chirurgie de la colostomie de mon bébé. En recherchant sur son traitement, en recherchant le médecin,
J'ai pris un avocat. Quand ce fut en juillet, fin juin 2024, le père m'a envoyé un message. Écoute, une opportunité est apparue pour moi à Los Angeles et je vais aller vivre là-bas. J'y vais, je vais passer 30 jours là-bas pour voir si ça marche bien. Je lui ai dit, non, comment tu vas faire ça? Je recommence à travailler. On avait convenu que tu allais rester avec elle pour que je puisse travailler. Comme je ne travaille pas tous les jours, je travaille 2 jours par semaine. Tu avais dit que tu allais faire ça. Comment je vais faire maintenant? Non, je dois revivre ma vie, je dois faire ça. Et il est parti à Los Angeles. Après quelques jours là-bas, il m'appelle en disant que la situation n'était pas facile, qu'il manquait même de nourriture. Il m'a dit, écoute, j'ai 2 bananes maintenant. C'est l'heure du déjeuner et je ne veux pas en manger une maintenant parce qu'il se peut que j'ai plus faim plus tard, alors je vais attendre. Ce jour-là, je suis restée mal parce que j'ai dit, mon Dieu, moi j'étais en train de déjeuner et le père de mon bébé est en train de souffrir de la faim. Comment c'est ça? Je me suis sentie très mal. Je lui ai dit, pourquoi tu ne reviens pas? Non, parce que je suis restée sans argent. Je vais prendre un ride avec un ami à moi. Il va venir fin du mois. Fin du mois il est arrivé. Il est arrivé fin juillet, il est resté août ici, il est resté septembre, mais il y avait toujours un conflit. Je lui demandais de récupérer les poches de colostomie, il ne pouvait pas. Il ne pouvait jamais rien faire parce qu'il avait toujours quelque chose de plus important que mon bébé. Il ne pouvait pas emmener mon bébé bien qu'il utilisait une voiture qui était au nom de mon bébé, en utilisant les bénéfices de mon bébé. Il ne pouvait jamais emmener mon bébé. J'ai réussi à programmer la chirurgie de mon bébé, la chirurgie que je voulais en programmer. Quand j'ai réussi à programmer, quand ils ont passé les examens préopératoires, je lui ai dit, écoute, elle va devoir faire tel examen et cet examen va avoir besoin de sédation. Je veux que tu viennes avec moi parce que quand on sédatise un bébé, il devient agité. À nouveau, je ne viens pas parce que j'ai des choses plus importantes à faire. À ce moment-là, il a disparu. Son numéro a disparu, sans contact aucun. J'ai essayé d'entrer en contact avec d'autres personnes. Quand j'ai essayé d'entrer en contact avec d'autres personnes, c'est que j'ai découvert toute la vérité. Il était avec la personne qui était la personne qu'il avait dit être une dame âgée, riche, de Los Angeles. Il était avec cette personne. Ce jour où il a dit qu'il avait quelque chose de plus important, il avait voyagé pour passer quelques jours dans un resort en utilisant la voiture de mon bébé. Le jour où il a dit qu'il souffrait de la faim, c'était un mensonge. Il était à Big Bear avec elle, comme dans une lune de miel. La personne qui m'a parlé m'a tout raconté. Écoute, il racontait de la misère mais il vivait une très bonne vie parce que la personne avec qui il est aujourd'hui est une personne qui a des conditions financières et lui donne une vie X. Et il vit en voyageant. Toutes les fois qu'il dit qu'il a quelque chose de plus important à faire et ne peut pas emmener ton bébé aux choses, c'est parce qu'il est en train de voyager, il est en train de faire ça, il est en train de faire ça. En veille de la chirurgie de mon bébé, il est parti définitivement à Los Angeles. Je ne pouvais pas le croire parce qu'il était allé à la consultation avec la chirurgienne et la chirurgienne a dit, écoute, cette chirurgie est une chirurgie extrêmement complexe. Le post-opératoire est très complexe. Ton bébé va devoir passer 21 jours couché sur le côté. Elle ne pourra pas s'asseoir, elle ne pourra pas se coucher devant, elle ne pourra pas se coucher sur le ventre. Elle pourra seulement se coucher sur le côté. C'est 21 jours comme ça. Ça va être une chirurgie à haut risque, elle a beaucoup de risques. Je suis restée anesthésiée. Comment c'est qu'une personne a le courage d'abandonner sa fille dans cette situation? C'était en veille. J'ai parlé avec la personne avec qui il était. J'ai dit, non, je crois que cette personne ne sait pas cette histoire. Quand j'ai parlé avec elle, je lui ai dit, tu sais, je suis au courant de tout. Être marié pour moi n'a jamais été un empêchement. Il va être le père de ton bébé à distance parce qu'il n'y a aucun problème. Je ne vois aucune nécessité que ton bébé soit à ses côtés pour la chirurgie. Il peut être mentalement. C'était des barbaries ce qu'elle a dit. Il est parti. La chirurgie de mon bébé, quelques jours avant, j'ai essayé d'entrer en contact avec lui pour qu'au moins il paie la partie de l'instrumentation de la chirurgie. Et rien. La chirurgie de mon bébé s'est passée. Mon bébé a passé 4 jours hospitalisé, elle a eu sa sortie. Après une semaine de la sortie, la chirurgie de mon bébé s'est ouverte toute. Elle a dû refaire la chirurgie. C'était une chirurgie plus complexe que la première parce qu'il y avait beaucoup d'organes qui étaient infectés, il y avait un abcès, l'intestin de mon bébé a drainé ce liquide vers d'autres organes. C'était une chirurgie très complexe. Mon bébé a dû aller aux soins intensifs à nouveau. J'ai été orientée à lui parler, même s'il ne répondait pas, pour après ne pas être en train d'alléguer une aliénation parentale. Je lui ai parlé, je lui ai dit, écoute, il se passe ça, ça et ça. La chirurgie de mon bébé s'est ouverte, ils ont dû la refaire, c'était plus complexe, elle est aux soins intensifs. Il a pris et m'a dit, tu vois, Kata? Combien c'est de Dieu tout ça? Parce que pendant que moi je vis le meilleur moment de ma vie, en voyageant partout aux États-Unis, en connaissant de nouveaux endroits,
en ayant de nouvelles expériences, toi tu es là avec ton bébé en train de souffrir dans un hôpital. Je suis restée sans réaction. Comment as-tu le courage de dire quelque chose comme ça? Et depuis la naissance de mon bébé, après la naissance de mon bébé quand on est venu à la maison, qu'elle a eu les soins intensifs, tout ce temps qu'on était ensemble, plusieurs fois chaque fois qu'on se disputait il disait « Ah, la chance que j'ai eue. J'ai une fille parfaite. J'ai une fille parfaite et toi tu es tellement méchante, tu es tellement maudite que même pour faire un bébé tu n'as pas servi. » À ce moment-là des soins intensifs où j'étais aux soins intensifs avec mon bébé, après que sa chirurgie se soit ouverte, il a dit la même chose. Il a dit que c'était de Dieu ce qui se passait, que moi je souffrais avec mon bébé, que c'était tellement de Dieu que tout fonctionnait pour lui, pas pour moi. Moi je passais par un mauvais moment et lui étant heureux. Tu vois? J'ai une fille parfaite, ma fille a les 10 doigts. Ton bébé non, même pour faire un bébé tu n'as pas servi. Vous savez que les personnes qui naissent avec un handicap sont des personnes qui étaient des personnes très méchantes qui sont venues au monde pour souffrir, 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 souffrir. Et après avoir beaucoup souffert, elle va mourir. Alors elle ne va même pas arriver à 10 ans de vie. 7, 8 ans elle meurt déjà. Alors je ne peux pas m'accrocher à ça. Et de là on n'a rien parlé. Mon bébé a passé un temps aux soins intensifs, du temps hospitalisé. Après l'hospitalisation qui était pour la maison, là sont passés les 21 jours sans pouvoir s'asseoir, pouvoir seulement se coucher sur le côté. A commencé une autre étape de traitement qui était une étape de dilatation de l'intestin. Quand a commencé cette étape on devait acheter une option, c'était du 8 au 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'était 8 appareils qu'on devait acheter pour faire ce traitement. Je lui ai dit, écoute, tu n'as pas fait ta partie dans le financier de l'instrumentation, tu ne fais pas ta partie dans les soins. Alors ces appareils tu vas devoir les acheter. Il a acheté un numéro 8. Quand je suis allé le questionner, écoute, chaque appareil va passer seulement 15 jours alors tu dois acheter ensuite le 9 pour déjà avoir. Il les a achetés par Internet. Il m'a dit, ah, je ne vais pas, je n'ai pas d'argent, je ne vais pas dépenser d'argent. Quand ton bébé sera grande, elle se débrouillera. Laisse-la utiliser la colostomie. Quand elle sera grande elle se débrouillera. Achète les appareils dont elle a besoin, vite à vie. Laisse-la passer par tout ça parce que tu sais combien c'est complexe l'utilisation d'une colostomie. Tu préfères qu'elle reste avec la colostomie ou devoir acheter quelque chose que tu achèterais avec l'argent que tu dépenses en bêtises. C'est mieux, laisse-la se débrouiller, laisse-la se débrouiller. Et pour moi c'était un autre choc parce que je restais avec la sensation que tout le mauvais était déjà sorti de sa bouche. Mais je me trompais. J'ai acheté les appareils parce que si je n'achetais pas les appareils, si je ne faisais pas ce traitement à la maison, il faudrait refaire la chirurgie. Mon bébé a fait ce traitement. Après avoir terminé ce traitement c'était l'heure de fermer la colostomie. Quand elle a fermé la colostomie, je l'ai prévenue à nouveau. On va fermer la colostomie, j'ai besoin de l'argent de l'instrumentation. Je suis restée très heureuse quand j'ai réussi que mon bébé ferme, que mon bébé obtienne la libération de la chirurgie parce que j'ai 2 grands rêves dans ma vie qui dans la balance sont égaux, que mon bébé cesse d'utiliser la colostomie et que mon bébé marche avec ses 2 petites jambes. Ce sont mes grands rêves, ce sont 2 rêves qui sont un seul et qui est énorme. J'étais très heureuse pour ça mais lui a dit qu'il n'allait pas payer, qu'il était sans argent, toujours avec la même situation. Je l'ai menacé de mettre ça en justice parce qu'on avait déjà un processus de la pension et tout, mais il a manqué à l'audience. Je lui ai dit, il va y avoir une autre audience, je vais annexer tous ces frais parce que tu ne collabores en rien. Non, d'accord, je vais payer. Il a payé divisé en plein de fois. Mon bébé a fait la chirurgie, a fermé la colostomie. Elle a passé environ 3 jours hospitalisée. Après avoir fermé la colostomie, elle a eu sa sortie. Quand elle est arrivée à la maison, le lendemain elle a eu des complications. J'ai l'habitude de dire aux personnes que mon bébé aime tester mon cœur parce que chaque chirurgie qu'elle a faite elle a eu des complications. Elle a dû manquer. Quand elle est revenue la chirurgie était plus grave que la première. Mon bébé, un jour après la sortie a eu des complications, elle est revenue aux urgences. Après plusieurs examens la doctoresse a dit « Écoute, je vais devoir l'ouvrir à nouveau. Je préfère pécher par excès que laisser passer quelque chose. Je ne sais pas ce qui se passe avec elle, qui passe si mal, mais je vais ouvrir. Quand on ouvrira il se peut qu'il n'y ait rien, il se peut qu'il se soit passé quelque chose et qu'elle doive retourner à la colostomie. » Je suis entrée en désespoir en imaginant que ça allait faire partie de notre vie à nouveau. Aujourd'hui, après un temps, je vois la colostomie comme la sauveuse de la vie de mon bébé. Mais ce n'était pas quelque chose que je voulais qu'elle vive avec ça parce que je veux que mon bébé ait une vie plus proche de la normalité. Même si j'ai conscience qu'à plusieurs moments la colostomie a sauvé la vie de mon bébé, je ne voulais pas que mon bébé reste toute sa vie avec ce dispositif, avec la petite poche. Je voulais qu'elle ait une vie plus proche de la normalité. Quand elle a dit « Écoute, probablement elle va retourner utiliser la colostomie », je suis entrée en désespoir.
Grâce à Dieu, quand elle a ouvert, elle a dit qu'il y avait une partie de l'intestin qui était infectée, qu'elle a enlevée et qu'elle allait donner une autre chance. Écoute, je vais donner une chance à nouveau. Elle est allée aux soins intensifs. J'ai prévenu le père de elle qu'elle allait aux soins intensifs, tout. Il a vu le message et a répondu une semaine plus tard. Ah, mais elle va bien, non. Il n'a rien demandé de plus. Après un temps, mon bébé a passé un temps hospitalisé. Après un temps, mon bébé est revenu à la maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le père de elle. Je crois que la conscience lui a pesé. Il m'a appelé en disant qu'il avait besoin de parler avec sa fille, voir sa fille. Il a fait un appel vidéo, il a vu mon bébé. Après, il a commencé à pleurer en disant qu'il s'était repenti des choses qu'il avait faites mais que pour lui c'était très difficile la vie qu'il menait, que la personne avec qui il était, c'est là qu'il a dit toutes ces phrases qu'il disait, qu'il n'avait pas besoin de rester avec mon bébé, le juge ne l'obligerait jamais à l'emmener en thérapie, que moi pour être vraiment sa femme je devais m'occuper de sa mère, que ceci que cela. C'est là qu'il a dit que c'était elle qui l'avait dit. Elle lui a dit qu'il avait besoin d'être heureux. À l'époque où on était mariés, qu'il avait besoin d'être heureux, que pour être heureux il faudrait louer sa maison parce qu'on vivait dans sa maison, qu'il loue la maison et qu'il aille vivre avec elle. Parce qu'en vivant avec elle, il allait avoir l'argent du loyer, il allait avoir l'argent de son travail et elle allait encore l'aider. Alors il allait être très bien financièrement parlant. Il a dit que c'était dans ce contexte. Je ne mets pas la faute sur elle, bien au contraire. La faute est personnelle à lui parce que celui qui est le père de mon bébé c'est lui. Mais je reste en train de penser comment c'est qu'une personne qui est femme, maman, a le courage de dire quelque chose comme ça et de dire les choses qu'elle m'a dites, que mon bébé n'avait pas besoin de père. Dans ce contexte de la chirurgie de mon bébé, j'ai appris qu'il voulait me mettre en justice en alléguant une insanité mentale. Elle allait engager un avocat pour lui pour me mettre en justice en alléguant que je suis insensée, que je voyais la situation de manière différente et que je lui nuisais. Je ne sais pas si ce processus est allé de l'avant parce qu'il n'est jamais arrivé de citation pour moi, mais une personne m'a raconté ça. Qu'il avait commenté avec certains amis de lui cette question, qu'il se sentait psychologiquement mal de ne pas être près de sa fille et la faute était à moi. Et cette personne qui est avec lui, si c'est une personne qui s'y connaît en loi, c'est une personne mature, elle l'incitait à me mettre un processus en alléguant que je suis insensée. Mon bébé est passé par ces 2 chirurgies. Grâce à Dieu, elle a commencé à faire son évacuation de forme naturelle. Et ça a commencé parce que les mamans atypiques ont gagné une bataille en voyant déjà une autre. Mon bébé a terminé le traitement, ce traitement de l'intestin et moi déjà en train de courir derrière la chirurgie de la jambe. On a couru derrière la chirurgie, grâce à Dieu elle a été libérée, elle a été réalisée. Une fois de plus mon bébé en train de tester ma tête et mon cœur. Quand la chirurgie de la jambe s'est terminée elle a eu des complications, elle a eu un bronchospasme, un spasme laryngé. Elle a dû aller aux soins intensifs, elle a passé environ 6 jours ou c'était 5 jours de soins intensifs pour ce problème respiratoire. Elle a passé presque un mois hospitalisée. À aucun moment, même en sachant la procédure de la chirurgie parce que j'ai toujours fait l'effort de dire tout ce qui se passe pour après ne pas dire que je cache, que je dissimule la vie de mon bébé toujours à tous les moments j'ai laissé clair. Écoute, il va se passer ça, ça et ça. Je ne suis pas en train de dire genre, écoute, c'est comme ça, parce que je crois que lui, même si je crois aussi qu'il devrait chercher à savoir comment vont être les procédures, les traitements, mais enfin, même en sachant du traitement, de la chirurgie, de la complexité, de tout qu'il a toujours été très conscient de ça, il n'a pas demandé de nouvelles de mon bébé à aucun moment. Le 9 septembre il y a eu une audience mais à l'audience il ne s'est pas présenté à nouveau. Deuxième audience où il ne se présente pas. Il était même avec la défense publique et la défenseur a dit qu'elle n'avait pas réussi à entrer en contact avec lui. Il est un peu disparu, incommunicable, au moins pour nous concernant mon bébé. Après l'audience il est venu déposer l'argent de la pension de mon bébé. À nouveau j'ai réclamé parce que jusqu'à aujourd'hui il est avec les documents de la voiture qui est à mon bébé. Il est sur la responsabilité de l'argent de mon bébé qui devait être passé à moi. Il y a un ordre judiciaire de ça et il n'est toujours pas passé. Quand la dernière fois qu'il a déposé la pension de mon bébé il m'a écrit, il a demandé de ses nouvelles, il a dit « Écoute, la chirurgie a été faite, non. » J'ai dit « Elle a été faite. » J'ai vu une photo d'elle. Elle est magnifique, elle me ressemble beaucoup. Je ne crois pas, je crois qu'elle me ressemble. Il a commencé. Je ne sais pas pourquoi tu passes ton temps à dire que mon bébé ne me ressemble pas, je ne sais quoi. Tu passes ton temps à dire que j'ai abandonné mon bébé, que ceci, que cela. Je lui ai dit, mais oui tu as abandonné ton bébé. Ah, je ne suis pas en train d'être le père de mon bébé mais je fais tout pour être présent dans la vie du fils de la personne avec qui je suis. Je l'emmène à l'école, je me promène avec lui, je parle avec lui, il est très mon ami. J'ai dit, mon Dieu, comment as-tu le courage de dire que tu as cessé d'être père de ton bébé pour être père d'un autre enfant qui n'a rien à voir avec toi? Il s'est fâché. Il a dit qu'un jour mon bébé va être fier des attitudes de lui. Et quelle attitude de fierté c'est ça, je ne sais pas. Parce que tout ce qu'il a fait, dit de mon bébé,
contre moi, je ne sais pas ce qu'il y a là d'avoir de la fierté. Il m'a bloqué après ça quand j'ai questionné ça. Comment c'est que tu as le courage d'être père d'un autre enfant et pour ton bébé, elle est aux soins intensifs, tu ne demandes même pas comment elle va. Elle a fait une chirurgie, tu ne demandes même pas comment elle va. Tu dois une pension, il doit quelques mois de pension de l'année dernière qui n'ont toujours pas été payés, qu'il n'arrive pas non plus à le localiser parce qu'il n'a pas d'adresse, ses numéros il ne répond pas. Une personne incommunicable vraiment. Aujourd'hui j'arrive à voir cette histoire d'une forme différente. Quand il nous a abandonnés, quand en veille de la chirurgie, de la première chirurgie de mon bébé, lui et la personne avec qui il est ont dit qu'il n'y avait pas besoin que mon bébé ait le père prêt, j'ai décidé que ce serait la fin de tout. Que cette personne pour moi n'existait déjà plus. J'ai commencé à me concentrer seulement sur mon bébé. J'ai aussi arrêté pour analyser quelque chose qui était tellement évident et que je n'arrivais pas à voir, que la peur que j'ai eue d'affronter tout ce que j'ai affronté avec mon bébé, tout ce que j'allais affronter avec mon bébé chirurgie, post-chirurgicale, je l'avais déjà affronté avant. Je m'occupais déjà de mon bébé seul, j'allais déjà en thérapie seule, j'ai passé les soins intensifs toute seule. Je me souviens que quand je voulais parler de quelque chose des soins intensifs avec lui on me disait qu'une maman de soins intensifs passe un temps traumatisé. Et je crois que oui parce que ça fait déjà 2 ans de ça de Sophia et je n'arrive toujours pas à digérer tout ce que j'ai vécu là-bas. Alors toutes les fois que je disais que je voulais parler de quelque chose des soins intensifs, il disait « Tu es très faible. Tu es très faible. Tout ce que tu as fait pour ton bébé c'est ce qu'une maman peut faire. Parce que tout ce que tu as fait c'est ce qu'une maman fait. C'était ton obligation. Tu n'as pas fait plus que ton obligation. Du côté que moi j'ai fait, tu n'as pas fait plus. Tu es faible parce que tu n'as pas supporté parce que je t'ai vu malade, parce que ceci, parce que cela. » Toute cette parole de lui m'a fait avoir peur. M'a fait créer cette peur d'affronter plus de choses seule. Mais quand il est parti, quand est venue la chirurgie de Sophia, quand est venue la première complication d'elle, j'ai dit « Mon Dieu, j'avais peur d'affronter ça mais j'affrontais déjà ça avant. Je suis déjà passé par tout ça. » Seulement je ne l'ai pas remarqué parce que de forme volontaire je ne sais pas expliquer j'ai laissé cette personne mettre dans ma tête que je n'étais pas capable de faire ce que je faisais déjà. Parce qu'il disait que je n'étais pas capable de faire quelque chose que je faisais déjà. J'ai dit, non, je faisais déjà tout ça et je suis déjà passé par tout ça seul. Alors je dois me concentrer, moi et mon bébé, seulement moi et mon bébé. Je vais faire ma partie, je vais faire les responsabilités, je vais faire la responsabilité de lui. C'est très lourd, c'est très défiant. C'était et c'est très défiant de devoir vivre ce monde atypique seul mais on y arrive. Un de mes motifs d'être venu donner ce témoignage, raconter un peu de mon histoire, c'est parce que je sais que malheureusement il existe d'innombrables Catalina, il existe d'innombrables mamans de familles monoparentales atypiques qui passent par ce que je passe. C'est plus de 75% de familles atypiques étant commandées par des mamans parce que les pères abandonnent. Alors ce qui m'a motivé à venir ici c'est pour dire que même si c'est difficile, les choses vont bien. Je me sens faible, je me sens une personne faible, mais je sais que même dans ma fragilité j'ai la capacité de continuer en avant, de continuer à me battre.